Qu'est-ce que tu cherches? Prêtez-vous attention au petit patrimoine qui vous entoure, à l'église du coin de la rue, à la chapelle abandonnée du village d'à côté. Ces édifices nous précèdent. Beaucoup sont millénaires. Nos ancêtres les ont bâtis à des époques bien plus modestes que la nôtre. Ils sont autant de mémoires de notre histoire, légués de génération en génération. Pourtant, nombre d'entre nous les croisons sans les voir. Beaucoup sont tagués, pillés, et faute de moyens suffisants, certaines communes peinent à les entretenir. Dans cet épisode marseillais, aux frontières de l'histoire, de l'architecture et de l'acoustique, on se rend dans les laboratoires MAP et PRISM, pour modèles et simulations pour l'architecture et le patrimoine, et perception, représentation, images, son, musique. On y part à la rencontre de ce petit patrimoine avec Jean-Yves Blaise, architecte et informaticien au CNRS. J'ai toujours eu le sentiment que je ne vivais pas que par mes yeux, ces édifices, mais aussi par mes oreilles. Et j'ai toujours eu envie d'aller à la découverte de ce qui fait la personnalité globale d'un édifice. Donc la personnalité architecturale, bien sûr, mais la personnalité acoustique et la personnalité historique, ils ne sont là que parce qu'ils nous ont été légués. Avec le projet Sésame, Jean-Yves et son équipe souhaitent aider les communes à réinvestir ce petit patrimoine. Ils développent pour cela des méthodes pour révéler l'unicité de chaque lieu en caractérisant leur signature sonore. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce son, Jean-Yves ? Alors j'ai choisi ce son parce que je crois qu'il illustre assez bien la démarche générale du projet, d'essayer de faire parler les édifices. Ce son-là, ce sweep, c'est un son artificiel qui balaye l'ensemble des fréquences de l'audible pour l'être humain. C'est un son que l'on va projeter dans un espace et derrière ça, notre travail va constituer en un enregistrement de la réponse que nous renvoie cette architecture. Mes collègues de Prism appellent ça « ramener en laboratoire l'acoustique de ces lieux ». À quoi ça sert de s'intéresser au petit patrimoine ? Ça répond à quel enjeu ? Alors là, je dois faire une réponse un peu à tiroir. Le premier tiroir, le premier enjeu pour moi, c'est étudier le petit patrimoine, celui qui est là au bout de la rue, pour tenter de mieux le faire comprendre, de le faire aimer et de contribuer à le mettre en valeur. Pour moi, apprendre à comprendre et à aimer ce qui est au bout de la rue, c'est un enjeu sociétal. Ça, c'est le premier tiroir. Le deuxième tiroir, il faut que je sois un peu plus précis. Le projet Sésame s'intéresse à un corpus spécifique des chapelles rurales distribuées en région sud, depuis les Alpes jusqu'au département côtier. J'ai pu observer que la plupart de ces édifices ne sont pas protégés. Autrement dit, il revient aux acteurs locaux de prendre sur eux l'entretien, la mise en valeur et quelquefois la réadaptation de ces petits édifices. Donc dès le départ dans ce projet, l'idée était d'essayer de se tenir aux côtés de ces acteurs locaux. Alors concrètement, ça s'est traduit par un prototype qu'on appelle le convolueur, qui va permettre de projeter virtuellement, dans chacun de ces édifices, sa propre voix ou n'importe quelle piste sonore, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle donnerait si elle était jouée vraiment dans ces espaces-là. Et il me semble que là aussi, il y a un enjeu sociétal. Que peut-on faire dans des limites de moyens raisonnables ? Dans une démarche frugale, minimaliste, un peu dans l'esprit low-tech, avec des instruments que l'on met dans un sac à dos pour monter en haut de la colline, dans des bâtiments où il n'y a pas d'électricité. Et puis il y a un troisième tiroir qu'il faut ouvrir, c'est l'effet collection. Alors on peut faire un corpus de lieux ou on peut se faire une collection de cartes Pokémon. Et quand on en a toute une collection, on va pouvoir aller regarder chacune en s'interrogeant sur « est-elle plus forte que celle d'à côté ? Oui, mais sur quel facteur de puissance est-elle plus forte ?
les regarder chacun comme uniques, mais comme comparables à celui d'à côté. Et si ce qui est au bout de ma rue est quelque chose d'unique, alors peut-être aurais-je plus envie de m'y intéresser et de le protéger. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type de différence on entend ? Alors la plus facile à entendre, c'est la réverbération. Ce qu'on peut dire, c'est que la réponse sonore de l'édifice, sa personnalité sonore, est impactée par des facteurs architecturaux, mais est impactante sur l'être humain qui rentre dans ces espaces. On va avoir tendance à adapter notre façon de parler en fonction de ce que l'édifice nous renvoie de notre propre voix. On a préparé ensemble un petit quiz pour les personnes qui vont nous écouter. Est-ce que tu peux nous poser la première question qui concerne les 2 premiers extraits ? Nous avons enregistré de façon systématique quelques mots de Saint-Augustin dans l'ensemble de ses chapelles. Ces 2 phrases sont-elles dites à la même vitesse ? Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. La réponse est non, pas tout à fait à la même vitesse. La différence est faible, mais elle existe. Tout simplement parce que dans le premier cas, le locuteur a adapté sa vitesse de locution à ce que l'édifice lui renvoyait. Il a donc ralenti. Dans plusieurs de ces édifices, nous n'arrivions pas à nous parler naturellement. Dans un édifice très réverbérant, on va naturellement avoir tendance à chuchoter. Parce que si on parle naturellement, la réverbération est telle qu'au bout d'un moment, on ne se comprend plus. Donc on va adapter notre propre comportement à l'acoustique du lieu. On va passer maintenant à la seconde question. Alors, quelle est ta question sur les pas qu'on va entendre ? Alors, dans cet extrait, on va entendre quelqu'un qui traverse l'édifice. Se passe-t-il quelque chose d'inattendu quelque part dans cette piste sonore ? Le marcheur monte un escalier. Et si on fait bien attention, on entend ces pas qui changent de rythme et qui changent de son. Alors, le projet Sésame, il est issu d'une collaboration entre 2 laboratoires, MAP et Prism donc. Qu'est-ce que ça apporte au projet, cette collaboration ? Alors, elle est un élément constitutif du projet. Ce projet a été conçu par la volonté d'élargir mon propre champ de vision. Bien qu'étant architecte, donc sensible au visuel, j'ai toujours eu le sentiment que je ne vivais pas que par mes yeux, ces édifices, mais aussi par mes oreilles. Et j'ai toujours eu envie d'aller à la découverte de ce qui fait la personnalité globale d'un édifice. Pas seulement celle que je maîtrise par ma formation. Donc la personnalité architecturale, bien sûr, mais la personnalité acoustique, on la vit quand on rentre dans ces édifices, et la personnalité historique, ils ne sont là que parce qu'ils nous ont été légués. On ne peut pas couper ce fil. Ils n'existent que parce qu'ils ont été construits. Pas aujourd'hui, pas hier, mais il y a bien longtemps. Et c'est l'ensemble de ces dimensions qui rend chacun attachant, particulier, méritant notre regard. En tout cas, c'est mon point de vue. Dans ce corpus-là, j'aime d'abord l'humilité, mais aussi le courage incroyable que cela représente quelque part de se mettre à construire comme ça. Construire ces petits édifices, c'est de l'acharnement, et c'est l'envie de manifester par de la pierre, par du bâti, des notions comme l'espoir, le partage, un refuge face à la peur. Il me donne le sentiment que des gens qui étaient là avant nous ont voulu nous tendre la main en nous disant quelles étaient leurs valeurs. Et je pense que ça se respecte. Comment est-ce que tu vois la recherche ou tes recherches dans le futur ? Le point que j'aurais envie de soulever pour répondre à cette question-là,
c'est l'idée d'un nécessaire décloisonnement des disciplines. Je pense que ça, c'est une nécessité. Typiquement, je sors d'un projet profondément interdisciplinaire, et ça a été un plaisir. Mais jusqu'où cette connexion peut-elle vivre? Jusqu'à quand? Et quels sont les moyens par lesquels on pourra la faire vivre à l'avenir? Et je pense que c'est une question importante parce que nous avons besoin, soit par l'inspiration qui nous vient des faits, soit par l'inspiration qui nous vient d'autres scientifiques, d'autres disciplines, de nous renouveler, de nous questionner. C'est même le cœur de notre métier. Selon toi, quelles sont les frontières à dépasser? Alors la première frontière que j'aurais envie de citer, c'est arriver à se replacer dans une logique de patience, à sortir du court-termisme qui nous fait balayer un projet pour en prendre un autre. Et cette logique de patience, c'est aussi une exigence de reproductibilité de ce que l'on fait. Quand on fait vite, quelquefois, on ne prend pas le temps de noter ce que l'on a fait. Or, la base de notre travail, c'est d'être capable de dire ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pour que d'autres derrière nous puissent refaire la même chose et éventuellement dire qu'on l'a mal fait. Pourquoi pas? On parle aujourd'hui assez souvent d'une nouvelle expression, slow science. C'est peut-être le moyen par lequel on arrivera à faire face à ce double enjeu, celui de la patience, celui de la reproductibilité. Alors la deuxième frontière à dépasser, alors là, elle m'interroge tout particulièrement, c'est celle de l'articulation entre science et société. Ça n'est pas indispensable parce que le scientifique doit à la société une inscription dans telle ou telle contrainte. C'est une nécessité parce que la société réveille la curiosité du scientifique. Ça marche dans les deux sens. Le scientifique peut donner quelque chose à la société, mais il reçoit beaucoup. Et en l'occurrence, dans le sujet qui a été le mien, beaucoup des questionnements que j'ai pris en main, je ne les ai pas inventés, je les ai vus, nés de la société, dirigés vers moi. Donc pour moi, il s'agit là d'une frontière, être capable d'écouter suffisamment pour enrichir son propre questionnement. On parle de ce qu'on lèguera aux générations suivantes après nous. Alors toi, Jean-Yves, quelle pierre est-ce que tu as l'impression de mettre à l'édifice? J'essaie, dans la limite de mes moyens, de dépasser des frontières, celles qui existent entre spécialités et celles qui existent entre le scientifique et la société dans laquelle il se meut. Si le travail qui a été fait dans ce projet-là, ou que j'ai pu faire au cours de ces années, témoigne de ça, peut inspirer d'autres à ne pas rester cloisonnés dans leurs habitudes et leurs certitudes, alors peut-être serais-je heureux du résultat. Mais ce qui est certain, c'est que je ne peux pas en être sûr. Tout ce que je peux faire, c'est creuser ce sillon consistant à jeter des ponts à gauche, à droite, avec d'autres disciplines, et sur des sujets qui, quelquefois, dépassent mes compétences initiales. Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie aux personnes qui nous écoutent de découvrir les édifices religieux proches de chez elles? Chacun de ces éléments de patrimoine est riche de surprises, d'inattendus, qu'il faut seulement vouloir observer. Lorsque l'on ne peut pas rentrer dans ces édifices, c'est pas grave, on en fait le tour. Et on a ressenti, à minima, l'ambiance extérieure. Quand on rentre dans un de ces édifices, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure cet édifice me protège du bruit extérieur. Donc essayer d'écouter son silence. Une fois qu'on a fait ça, simplement marcher. Avancer tout droit et s'écouter marcher. Écouter les autres. Essayer de comprendre si on les entend s'approcher ou si le son est tellement indistinct qu'on ne se rend même pas compte qu'ils sont en train de s'approcher. Et évidemment, on peut frapper dans ses mains. Clap de fin. Merci Jean-Yves pour cette interview que tu nous as accordée. Merci à vous.
Qu'est-ce que tu cherches est un podcast produit par le CNRS. Retrouvez tous les épisodes de Qu'est-ce que tu cherches sur vos applications de podcast. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous.